Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui jeudi 30 octobre 2025 et notre ami le professeur Mohammad Marandi est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par ce qui se passe avec le soi-disant cessez-le-feu au Moyen-Orient ou en Asie occidentale. Donald Trump déclare qu'Israël devrait répondre à toute attaque potentielle du Hamas. Et il ajoute que de telles actions ne violeraient pas le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Israël attaque non seulement Gaza, mais aussi le sud du Liban. À Khan Younes, nous avons appris qu'ils ont encore frappé, et dans le sud du Liban, ils tuent des civils et des enfants. Hier, 140 enfants ont été tués, si je ne me trompe pas, par des attaques israéliennes. Que signifie donc ce mot « cessez-le-feu » ? Qu'est-ce que cela représente encore pour la région? Je pense que, à ce stade, environ 50 enfants ont été assassinés et plus de 120 personnes au total massacrées après les frappes du régime israélien, soit dit en passant. J'avais dit la dernière fois que j'allais porter la chemise de Larry, mais les temps sont si sombres ces jours-ci. Après avoir vu ce qui se passe au Soudan, et maintenant aux Émirats arabes unis, qui sont un allié des États-Unis et d'Israël, leurs supplétifs ont commis des massacres. Et puis avec ce qui se passe à Gaza, j'ai pensé qu'on garderait ça pour une autre fois. Mais oui, il est assez évident que Trump donne au régime le genre de prétexte dont il a besoin pour massacrer des gens quand bon lui semble. Lors de la précédente occasion, ils ont dit que le Hamas avait tué ou attaqué leurs soldats. Il est ensuite apparu clairement que c'était un mensonge, que la voiture de ces soldats avait heurté une bombe laissée auparavant ou l'une de leurs propres munitions et qu'elle avait explosé. Et maintenant, cette fois encore, ils disent qu'un de leurs soldats a été tué. Qui sait qui l'a tué? Comment il est mort? Le régime israélien n'a pas à fournir de preuves. Il leur suffit de dire que le Hamas a fait ceci ou que le djihad islamique a fait cela, et ensuite ils partent massacrer des gens. Et même si cela constituait une violation du cessez-le-feu, et il est clair que le Hamas et le djihad islamique n'ont aucune intention de violer le cessez-le-feu, c'est le régime israélien qui tue des gens quotidiennement, non seulement à Gaza, mais aussi au Liban, comme vous l'avez mentionné. Mais même si, hypothétiquement, le Hamas violait le cessez-le-feu, en réponse, les Israéliens ont assassiné près de 50 enfants. C'est ça, la réponse légitime. C'est un régime raciste soutenu par un establishment politique occidental raciste. Et les journalistes des grands médias occidentaux, ils sont racistes. Tous ceux qui pensent que cela est raisonnable, d'une manière ou d'une autre, sont barbares. Ils sont incivilisés. Évidemment, même s'il y avait eu une violation du cessez-le-feu, cela ne donne en rien au régime israélien la moindre justification pour massacrer des hommes civils, pour créer davantage d'orphelins qui devront grandir dans cette misère, ou pour abattre encore plus de femmes, laissant des enfants sans personne pour s'occuper d'eux, ni bien sûr pour tuer des enfants tout court. Et puis bien sûr, il y a les mutilés, on n'y pense pas souvent, mais il y a des milliers d'enfants et des milliers d'adultes mutilés à vie à cause de ce régime criminel. Donc quoi qu'il se soit passé, il n'y a aucune justification à cela. Mais Trump leur en donne une. Il leur offre la possibilité de revendiquer une justification à l'avenir également. Bien sûr, ce n'est pas une véritable justification, mais c'est une opportunité. Cela leur donne la marge de faire tout ce qu'ils veulent. Et voici l'histoire de la Palestine. Voilà à quoi cela ressemble depuis 8 décennies. Mais la réalité, Nima, c'est que cela peut être un peu difficile à accepter pour certaines personnes. Mais ces morts entraînent la chute progressive du régime israélien. Car non seulement ce régime a mené 2 années d'Holocauste,
Non seulement il a réveillé le monde face à 8 décennies de génocide et de pratiques génocidaires, mais aussi, après le cessez-le-feu, il a montré au monde qu'il ne respecte pas les engagements pris envers la communauté internationale. Il continue d'empêcher la nourriture d'entrer à Gaza. Des enfants meurent de faim à l'heure où nous parlons. Des nourrissons sont privés de lait maternisé. J'ai justement tweeté à ce sujet il y a environ une demi-heure. Et il bombarde régulièrement des gens. Donc ce que fait actuellement le régime israélien rend les gens encore plus en colère parce que cela était censé s'arrêter. Je pense donc que le régime ne comprend pas ce qui lui arrive. Si l'on regarde même à l'intérieur des États-Unis, je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu un extrait de Vance parlant devant un public. On lui posait des questions sur Israël, sur le régime israélien. Et lorsque les gens ont applaudi ceux qui posaient les questions, alors que Vance donnait des réponses qui n'en étaient pas vraiment, je pense que ça montre à quel point la situation est mauvaise, même du côté conservateur aux États-Unis, parmi la partie de la population dite proche des républicains. Ainsi, chaque jour où nous avançons, et avec chaque nouveau crime commis par le régime, celui-ci se rapproche un peu plus de sa chute finale. Je ne dis pas qu'il va s'effondrer demain, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni même l'année prochaine, mais il se dirige dans cette direction. Il est méprisé dans le monde entier. Et c'est la même chose au Liban. Quand il ne bombarde pas Gaza, il bombarde le Liban. La nuit dernière, ils sont allés assassiner un vieil homme dans un immeuble, puis ils ont commencé à bombarder le sud du Liban tôt ce matin. C'est devenu une pratique courante. Et encore une fois, au Liban, le cessez-le-feu a des garants occidentaux. Des garants occidentaux qui, en réalité, laissent le régime israélien faire tout ce qu'il veut. Menacer le pays quand il le veut. Tuer des gens quand il le veut. Et c'est la même chose avec Gaza. Tout comme lorsque le régime israélien a mené une attaque non provoquée contre l'Iran, nous avons vu l'UR, les Britanniques, et tous les autres régimes occidentaux soutenir cette attaque et blâmer l'Iran pour le massacre de ses citoyens. Lorsqu'ils ont massacré des gens dans des immeubles proches de l'endroit où nous vivons, où je vis en ce moment, tout près d'ici, ils ont frappé un bâtiment où 70 personnes ont été tuées juste pour en éliminer une seule. Presque 30 enfants dans ce seul bâtiment la première nuit. Et l'Occident a soutenu cela. C'est donc un régime hors la loi et ses alliés lui ressemblent. Ses alliés ont un comportement similaire. Nous avons vu le Qatar, un autre allié des États-Unis avec Erdogan, et comment ils ont détruit la Syrie. Nous voyons comment les Émirats arabes unis, un autre allié des États-Unis, pas en bons termes avec la Turquie, ni avec la Turquie et le Qatar, mènent leur propre massacre, encore plus révoltant. Ce qu'ils font au Soudan est plus honteux que ce qu'ont fait Daesh et Al-Qaïda, le Daesh et l'Al-Qaïda d'Erdogan et du Qatar, en Syrie. Mais en tout cas, tout cela ne fait qu'affaiblir l'Occident. Ce n'est pas seulement Israël, c'est tout l'Occident qui est affaibli. Car le monde observe comment le régime israélien se comporte, même pendant les soi-disant cessez-le-feu. L'ambassadeur américain en Turquie a déclaré qu'il adressait un dernier avertissement au gouvernement libanais. Aujourd'hui, nous avons appris que des avions de chasse israéliens survolent le Parlement au Liban. Il semble qu'ils cherchent à envoyer un message de Washington, d'Israël, de Tel Aviv, au gouvernement libanais pour qu'il désarme le Hezbollah. Il a ajouté que si cela n'était pas fait, les Israéliens le feraient par la force. À mon avis, cela signifie qu'ils se préparent à combattre au sol s'ils décident d'aller dans cette direction. Qu'est-ce que cela implique pour le Hezbollah? Et dans quelle mesure le Hezbollah est-il prêt à cela?
Eh bien, tout d'abord, cela montre simplement comment les États-Unis travaillent pour le régime israélien et comment ils soutiennent le génocide et les frappes génocidaires partout. Ils ont aidé le régime israélien à détruire la Syrie. Et bien sûr, malheureusement, beaucoup de ces soi-disant activistes ont été financés par le Qatar, par le régime qatari, à travers leurs médias, leurs soi-disant centres culturels et leurs soi-disant centres religieux, car le Qatar finance cela dans le monde entier. L'une des catastrophes que nous avons observées à travers le globe, dans toute la région, est due à la richesse gazière du Qatar et à la richesse pétrolière des Émirats. Et bien sûr, par le passé, les Saoudiens ont également financé des extrémistes dans la région et dans le monde entier à la demande des États-Unis. Souvenez-vous, sans la permission des États-Unis, ils n'auraient jamais fait tout cela. Par le passé, le Qatar a financé l'État islamique et Al-Qaïda, et ils ont utilisé des personnes à leur solde pour diaboliser le Hezbollah et Ansarullah au Yémen. Il faut se rappeler que le Qatar et Erdogan ont soutenu la guerre génocidaire saoudienne et émiratie au Yémen jusqu'à ce que leurs différends apparaissent. Ensuite, les Saoudiens et les Émiratis ont imposé un blocus au Qatar et ils se sont séparés, se retournant contre la politique saoudienne dans ce pays. Mais ils soutenaient tous le génocide. Le fait est que, à mesure que nous avançons, nous découvrons que ces militants qui affirmaient que cette révolution en Syrie était une révolution bénie et une révolution populaire avaient tort. Bien sûr, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux ont été financés par des régimes riches en pétrole et en gaz de la région, en particulier le Qatar. Ils ont été démasqués. Et la réalité, c'est que seul le Hezbollah soutient le peuple de Palestine. Aucun de ces groupes takfiris financés par Erdogan et les régimes du Golfe Persique ne bouge le petit doigt. En fait, nous avons vu Abu Mohammad al-Jolani aux États-Unis, parlant à des sionistes, laissant des sionistes entrer en Syrie, partageant cette idylle avec le général Petraeus. C'était difficile à regarder, mais cela montre bien la vérité au monde entier, le rôle que joue le Hezbollah. Les États-Unis et le régime israélien ne tolèrent pas la résistance au Liban, mais ils sont de proches amis d'Achara. Cela en dit long sur la propagande qatari. Cela dit, tout de la propagande provenant des médias d'Erdogan en Turquie. Je pense donc que c'est une bonne chose. Cela renforce le Hezbollah et ouvre les yeux des gens sur le rôle qu'il joue, tout comme ils l'ont fait avec Ansarullah. De plus, je ne crois pas que le régime israélien puisse gagner au Liban. La dernière fois, le Hezbollah a tenu bon et les Israéliens n'ont pas réussi à prendre de territoire. Ce n'est qu'à la demande du régime israélien que le Hezbollah a accepté un cessez-le-feu. Et le Hezbollah a tiré des leçons de cette guerre. Depuis le cessez-le-feu, il se prépare à un nouveau type de guerre, en tenant compte des capacités du régime israélien. Tout comme l'Iran, depuis la guerre de 12 jours et cette guerre d'agression contre l'Iran, les forces armées iraniennes se sont restructurées et ont repensé leur posture et leur stratégie militaire, en s'appuyant sur leurs points forts et en corrigeant leurs faiblesses. Et le public en Israël est fatigué de la guerre, tandis que le monde en a assez de ces guerres génocidaires. Cela va donc coûter très cher au régime. Mais en plus de cela, je pense que le régime devrait réfléchir très attentivement à toute agression contre le Liban, car l'Irak, le Yémen et l'Iran ne resteront pas silencieux. Professeur Marandi, pourquoi est-ce que dans la région, en regardant la Syrie, en regardant le Liban, ils ne disposent d'aucun système de défense aérienne? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement libanais de demander aux États-Unis, si vous voulez que nous nous défendions, si vous êtes en faveur de la paix, alors fournissez-nous un système de défense aérienne afin que nous puissions nous protéger?
Vous savez, certains peuvent considérer qu'il n'est pas logique de demander cela aux États-Unis. Mais après tout, si les États-Unis exercent une telle pression sur le gouvernement libanais, et s'ils veulent réellement la paix dans la région, alors ils devraient leur fournir un moyen de se défendre. Ce n'est pas une arme offensive. Ils ne peuvent pas se défendre contre ces attaques israéliennes. S'ils se soucient du désarmement du Hezbollah ou du Hamas, en quoi cela a-t-il du sens? Quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, le gouvernement libanais n'a pas le droit de posséder de système de défense aérienne, et cela pour des raisons évidentes. Les États-Unis ne veulent pas qu'ils puissent se défendre, afin que le régime israélien puisse le bombarder quand il le souhaite, ou s'étendre à sa guise, prendre le sud du Liban, puis avancer vers Beyrouth, et ensuite vers le nord du Liban. Le plan consiste, en fin de compte, à prendre le Liban, et les États-Unis soutiennent cela. Personne ne devrait prétendre que les États-Unis ne soutiennent pas le projet du Grand Israël. Et la raison pour laquelle la Syrie n'a pas de défense aérienne, c'est parce que ces groupes Takfiri ont travaillé pour la CIA, ont collaboré avec le Mossad et ont œuvré avec les mandataires américains dans la région, comme le Qatar, comme Erdogan, un très bon ami des États-Unis. Personne ne devrait prétendre qu'Erdogan soutient le peuple palestinien. C'est une plaisanterie. Nous avons vu son comportement, comment il est allé en Égypte, comment il a mis la main sur sa poitrine pour M. Trump. Non, tout cela est faux. C'est un allié de l'OTAN, un allié des États-Unis et un allié du régime israélien. C'est de là que vient leur carburant, après tout. C'est de là que vient leur pétrole. L'objectif en Syrie était donc de détruire leur défense. C'est pourquoi, lorsque les groupes Takfiri ont finalement pris certaines parties de la Syrie, ils ont assassiné tous les officiers qui géraient les défenses aériennes. Ils ne s'en sont pas pris qu'aux autres. Je veux dire, les responsables de la défense aérienne n'avaient rien à voir avec les Takfiris. Rien du tout. Les groupes Takfiri n'avaient ni avion, ni hélicoptère. Donc ils n'avaient aucune excuse. Je veux dire, s'ils avaient tué les pilotes, ils auraient au moins pu prétendre que ces pilotes bombardaient les Takfiri. Mais, quelle était la justification pour massacrer les officiers de la défense aérienne? Et puis, bien sûr, les Israéliens sont allés détruire toutes les capacités de défense aérienne. C'était l'objectif depuis le début. Ainsi, la Syrie se retrouve sans défense aérienne, parce que l'Occident et le régime israélien ne veulent pas qu'elle en dispose. Et Erdogan, qui a été un tyran et a massacré des Syriens depuis une quinzaine d'années, fait-il quelque chose à ce sujet? Non. Le régime israélien a l'avantage. Ils ont coopéré pour faire tomber le gouvernement syrien, mais maintenant le régime israélien a progressé en Syrie, prenant des territoires clés dans le sud. Le pays est en train de s'effondrer. La population est aujourd'hui bien plus mal en point, économiquement, qu'il y a un an. Et maintenant, elle n'a plus de défense aérienne, aucun moyen de se défendre. Et les groupes Takfiris financés par le Qatar, au lieu de défendre le pays contre l'occupation, continuent de tuer des Syriens. Ils vont enlever des filles issues des minorités, ils tuent des membres de minorités, ils s'emparent de leurs maisons et ils privilégient ces combattants étrangers Takfiri. Voilà la Syrie d'aujourd'hui. Il est donc évident que les États-Unis veulent renforcer le régime israélien et fragmenter les pays qui l'entourent. C'est la même politique que nous voyons au Soudan. Le Soudan était, il y a quelques décennies, 3-4 décennies, le plus grand pays d'Afrique, un pays important pour le continent. Et d'abord, ils ont séparé le Soudan du Sud du reste. Et la situation actuelle au Soudan du Sud est pire qu'elle ne l'était avant la séparation du reste du Soudan. Et maintenant, ils le divisent à travers les Émirats arabes unis. Et nous avons vu les massacres qui ont eu lieu.
Tout cela vise à fragmenter la région, à morceler les zones autour d'Israël en terres plus petites, plus faibles et fragmentées, afin de l'aider à s'étendre et à imposer son ordre au reste de la région. Et cela, bien sûr, fait également partie de la stratégie des États-Unis. Si le régime israélien parvient à exercer une hégémonie totale sur l'Asie occidentale et que les États-Unis prennent le contrôle du Venezuela, ils contrôleront le pétrole. Ils contrôleront le liquide par lequel fonctionne l'économie mondiale. Et cela, bien sûr, serait catastrophique pour la Chine. Ce serait catastrophique pour tous les pays des BRICS. Ce serait catastrophique pour l'Inde. Tous les pays importateurs de pétrole seraient pris en otage. Vous avez mentionné la situation au Venezuela. Je pense que c'est particulièrement important, car ici en Amérique du Sud, en Amérique latine, les gens en parlent. Que se passerait-il? Beaucoup de ces personnes considèrent Rubio comme l'un des principaux décideurs dans cette direction lorsqu'il s'agit de la partie sud du continent américain. Mais en regardant le Venezuela, professeur Marandi, nous avons appris qu'hier et avant-hier, il y a eu des rapports selon lesquels le groupe Wagner serait peut-être au Venezuela pour les aider. On a également parlé de la présence de drones iraniens. Quelle est la place du Venezuela dans le calcul des États-Unis lorsqu'on considère la situation globale, le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient? Comment voyez-vous l'alternative vénézuélienne entrer dans l'équation pour les États-Unis? Je pense qu'il y a de nombreuses raisons à cette opération de changement de régime. L'une d'elles est, bien sûr, le pétrole, comme je l'ai déjà mentionné. Une grande partie est liée au lobbying en Floride. Les lobbyistes vénézuéliens, cubains et autres anticommunistes. Je suis allé plusieurs fois au Venezuela. Ce n'est pas un pays communiste, c'est un pays chrétien. Un pays avec des gens très accueillants et de magnifiques paysages. Il y a un secteur privé là-bas. Le gouvernement subventionne certaines parties de la population et aide les gens avec des subventions pour l'essence et d'autres formes d'aide et d'assistance aux plus démunis. C'est donc évidemment un pays orienté à gauche, mais en aucun cas un pays communiste. Et pourtant, les États-Unis lui sont hostiles. Et bien sûr, le trafic de drogue n'a vraiment rien à voir avec le Venezuela. Comme de nombreux experts l'ont expliqué, il provient du Mexique. Ce qui existe au Venezuela n'est rien comparé à ce qui existe ailleurs. La réalité, comme l'a dit le président colombien il y a quelque temps, c'est que les personnes derrière le trafic de drogue vivent aux États-Unis. Ceux qui gagnent des milliards ont des maisons près du bâtiment de l'ONU à New York. Ils ont des maisons en Californie et aux Émirats arabes unis. C'est là que se trouve le centre de financement du trafic de drogue dans notre région du monde. Les trafiquants de drogue de notre région vivent soit aux Émirats, soit ont leur compte bancaire. Il est clair que les Émirats arabes unis sont un allié des États-Unis. Il est donc évident que la question de la drogue n'est qu'un prétexte. Il est clair que le communisme et le socialisme sont des excuses. Dire que le Venezuela est une dictature, encore une fois, c'est absurde. Les États-Unis entretiennent les meilleures relations avec de véritables dictatures. Toutes les dictatures familiales du Golfe Persique ont des relations excellentes avec les États-Unis. Il en va de même pour la Jordanie, l'Égypte et de nombreux autres pays de ce type. Ce sont des alliés clés des États-Unis. Donc il ne s'agit pas de tout cela, il s'agit d'hégémonie, de domination. Mais je ne pense pas que cela va fonctionner. Je pense que cela aura l'effet inverse. En fait, dans toute l'Amérique latine, les États-Unis ont réussi, dans une certaine mesure, à diaboliser le Venezuela au cours des dernières années. Et bien sûr, les sanctions ont nui à l'économie. Ils ont essayé d'étrangler le peuple vénézuélien, puis de dire au monde que le pays a échoué économiquement. C'est comme poser sa botte sur le cou de quelqu'un et ensuite se moquer « Pourquoi ne peux-tu pas respirer ?»
Ils ont réussi, dans une certaine mesure, à diaboliser le Venezuela et l'Amérique latine. Beaucoup de Vénézuéliens ont dû quitter le pays à cause des sanctions et des difficultés qui en ont résulté. Mais envahir le Venezuela, tuer des gens dans les Caraïbes, cela a changé la donne. Cela a rendu les peuples d'Amérique latine plus en colère contre les États-Unis. Ces meurtres illégaux, que ce soit dans le Pacifique ou dans les Caraïbes, ne sont pas bons pour les États-Unis. Ils sont illégaux. C'est un meurtre. Des enfants deviennent orphelins. Bien sûr, le régime américain s'en moque. C'est ce qu'il fait à Gaza, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et ailleurs, en Iran depuis très longtemps, ou en Libye. Mais cela rend les gens encore plus en colère. Et le Venezuela, c'est un pays magnifique, plein de forêts et de jungles. Je veux dire, une partie de l'Amazonie se trouve au Venezuela, et c'est une région montagneuse. Les Vénézuéliens peuvent donc résister. Et d'autres personnes venues de toute l'Amérique latine qui veulent combattre l'occupation peuvent facilement se rendre au Venezuela. Occuper le pays serait très difficile pour les États-Unis et très coûteux. Et si des supplétifs américains prennent le pouvoir au Venezuela, ils ne pourront pas contrôler la population. Car la plupart des personnes qui soutiennent le gouvernement vénézuélien viennent des classes pauvres et des classes moyennes inférieures, la majorité. Et elles ont moins à perdre que les supplétifs américains. Je ne vois donc pas de bonne issue à cela, et cela va créer une autre crise migratoire, une nouvelle vague de réfugiés. Est-ce vraiment ce que veut le peuple américain? Il n'y a aucune logique derrière tout ça. Cela ne se terminera bien pour personne. Les États-Unis sont un régime agressif, un régime arrogant et agressif, et ils n'apprennent pas de leurs soi-disant erreurs ou crimes passés. J'espère que certains parviendront à convaincre la population américaine que c'est une très mauvaise idée, ce qui mettrait la pression sur Washington pour qu'il fasse une pause et y réfléchisse d'abord. Mais la route à venir, dans tous les cas, sera pleine du sang des innocents, car les Américains tuent régulièrement des Vénézuéliens aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé dans le cas du Venezuela, vous savez, avec Maria Corina Machado remportant le prix Nobel de la paix, puis cette sorte de politique de l'administration Trump, exerçant beaucoup de pression, envoyant des armes près du Venezuela, cela montre à quel point ces institutions sont entre les mains de la CIA et du MI6. Qui dirige tout cela? Beaucoup de gens se demandent ce qui se passe avec ces institutions. Pendant de nombreuses années, on pensait qu'il s'agissait d'institutions authentiques qui voulaient promouvoir la paix, mais ce n'est plus leur objectif. Je ne sais pas si elles ont jamais eu cet objectif à un moment donné dans le passé, mais aujourd'hui, tout tourne autour du changement de régime. Il n'y a rien de pacifique dans ce concept. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, le prix Nobel de la paix a toujours été un outil de l'Empire. Et le prix Nobel de littérature est aussi un outil de l'Empire. Je ne dis pas que tous ceux qui ont remporté un prix sont sinistres ou mauvais. Parfois, ils le donnent à quelqu'un qui le mérite vraiment. Ils doivent le faire pour que cela paraisse légitime. Mais ce sont des instruments de l'Empire, utilisés pour renforcer le statut de certaines personnes et affaiblir leurs adversaires. Si le prix Nobel de la paix était décerné à un responsable du gouvernement iranien, je verrais cela, et je penserais que cette personne devrait avoir honte. Il devrait le rendre ou dire « je ne veux rien avoir à faire avec ça ». C'est un outil. Mais aujourd'hui, les gens sont éveillés. Ils ont pris conscience de la réalité. Par le passé, beaucoup d'Iraniens, surtout les libéraux, les riches et la classe moyenne supérieure, le camp pro-occidental, pas tous les libéraux ni toute la classe moyenne supérieure, mais vous voyez l'idée.
et les Iraniens plutôt tournés vers l'Occident. Ils considéraient autrefois le prix Nobel comme quelque chose de noble, mais plus personne ne le voit ainsi aujourd'hui. En fait, la manière dont ce prix particulier a été attribué à un artisan du changement de régime, allié du maniaque génocidaire en Palestine, Netanyahou, je pense que cela a révélé le vrai visage du prix Nobel de la paix. Et c'est une bonne chose. Encore une fois, certaines choses sont bonnes. Certaines horreurs finissent par se retourner contre leurs auteurs. La façon dont elles sont utilisées les fait se retourner contre eux. Un exemple, c'est le prix Nobel de la paix et la manière dont il a été utilisé récemment, mais aussi les actions génocidaires du régime israélien après le cessez-le-feu. C'est pas bien dans le sens où, évidemment, des enfants ont été massacrés, mais cela expose encore davantage le régime d'une nouvelle manière. Et à c'est scholar. Et les États-Unis pourraient y mettre fin d'un simple coup de téléphone. Les Émirats sont un minuscule régime. Ils comptent environ 1 million de détenteurs de passeports. Toutes les personnes qui y vivent sont des serviteurs sous contrat et des esclaves, et elles n'ont aucun droit. Je ne sais pas, peut-être que 8 ou 10 millions de personnes y vivent. Elles y vivent simplement, et la plupart d'entre elles sont des serviteurs sous contrat. Ce sont des esclaves. Ce sont eux qui construisent les gratte-ciels, mais ils n'y entrent pas. Les touristes qui s'y rendent profitent de ce que ce pays offre, mais les esclaves qui l'ont bâti n'ont pas les moyens de bénéficier de ce qui a été construit. C'est la même chose au Qatar, et dans la plupart de ces dictatures familiales du Golfe Persique. C'est pareil partout, mais particulièrement grave aux Émirats et au Qatar. C'est donc un régime faible avec beaucoup d'argent. Encore une fois, j'ai évoqué Erdogan et la façon dont il a posé la main sur sa poitrine lorsque Trump l'a appelé son proche ami, celui qui était toujours là pour lui chaque fois qu'il en avait besoin. Mais ici, dans le cas des Émirats, lorsqu'un prince ou un haut responsable s'y rendait, Trump disait « l'argent, ils ont beaucoup d'argent ». Voilà ce que représentent les Émirats. Si Trump voulait que le génocide au Soudan cesse, il lui suffirait de passer un coup de fil et de dire aux Émirats d'y mettre fin. Ce serait terminé. Ce serait terminé. Il pourrait le faire bien plus facilement qu'en Israël. Il pourrait le faire en Israël, en Palestine aussi. Mais pour les Émirats, s'il leur disait d'arrêter le génocide, ils l'arrêteraient. S'il disait au Qatar d'arrêter de financer Al-Qaïda, ils l'arrêteraient. Ainsi, le rôle des États-Unis, on ne peut pas simplement dire que les Émirats ont fait cela et que c'est uniquement leur faute. Non, les Émirats sont un allié du régime israélien, un allié des États-Unis. Et par conséquent, ce qui se passe au Soudan est lié à l'Empire occidental. Toutes ces choses dont nous avons parlé, au bout du compte, que ce soit au Venezuela, au Soudan, au Liban ou à Gaza, tout cela a à voir avec l'Empire occidental qui s'effondre, mais devient plus ouvertement impitoyable. Les outils dont il dispose, y compris ces outils de puissance douce, sont tous mis à nu pour ce qu'ils sont. Que ce soit le prix Nobel ou les médias occidentaux qui depuis 2 ans sont restés silencieux face au génocide ou l'ont justifié. Tout a été révélé. Je pense que nous accordons trop de crédit aux États arabes du Moyen-Orient. Je pensais vraiment qu'ils pouvaient faire quelque chose, qu'ils avaient une certaine influence. Mais ce n'est plus le cas. En regardant les négociations en Égypte, vous savez, avec les Qataris, je ne sais pas s'ils étaient diplomates ou membres de l'équipe de négociation du groupe. D'une manière ou d'une autre, ils ont été tués ou ils sont décédés. Personne ne sait ce qui s'est passé. Oui, apparemment, le fourgon Mercedes-Benz dans lequel il se trouvait, le volant, d'après ce qu'on disait à l'époque, a mal fonctionné. Oui, bien sûr. Un fourgon Mercedes-Benz transportant des diplomates et le volant aurait mal fonctionné. Je ne dis pas, tu sais, qu'ils ont été assassinés,
Mais c'est comme pour Charlie Kirk. La version officielle n'est clairement pas vraie. Cette version officielle n'est clairement pas vraie. Donc, la première chose qui vient à l'esprit, c'est tu étais assassiné. Et cela montre à quel point ces États arabes sont fragiles. Je ne pense pas que quiconque serait surpris si un jour on découvrait qu'ils n'ont rien. Je ne sais pas si tu as vu le reportage de la BBC sur l'un de ces États arabes. Il disait qu'ils ne peuvent pas utiliser leur système de défense aérienne. Les armes qu'ils ont reçues des États-Unis ne peuvent pas être utilisées parce qu'elles sont verrouillées par une sorte de code. Sans ces codes, il est impossible de faire fonctionner les armes. C'est comme avoir un gros équipement entre les mains, mais sans pouvoir réellement s'en servir. Si vous ne pouvez pas utiliser les armes quand vous en avez besoin, à quoi bon les acheter à l'Occident, aux États-Unis? C'est exactement comme sous le Shah d'Iran avant la Révolution. Nous n'avions aucune industrie militaire. C'est quelque chose que j'ai appris de première main lorsque je combattais comme volontaire pendant la guerre. Nous ne produisions rien. Nous avions tout ce pétrole, mais à l'époque du Shah, il allait principalement vers l'Occident. Pendant la Révolution, la majorité des Iraniens étaient analphabètes malgré tout ce pétrole, et surtout les filles. L'Occident aime prétendre que les droits des femmes ne sont pas respectés sous la République islamique. Mais après la Révolution, nous avons promu l'éducation universelle et le taux d'alphabétisation a grimpé en flèche. La grande majorité des Iraniens étaient analphabètes à l'époque du Shah, et les femmes plus encore que les hommes. Et de nombreuses grandes villes d'Iran, je ne parle pas de Téhéran, d'Ispahan ou de Shiraz, mais de beaucoup d'autres grandes villes à travers le pays, n'avaient ni électricité, ni eau courante, ni gaz. Quand j'étais à la guerre, tu sais, j'allais dans les provinces, et dans l'une des villes où j'ai passé beaucoup de temps, ou près de cette ville, la moitié de la population n'avait jamais eu d'eau courante. C'était la réalité de l'Iran. Pendant ce temps, l'Iran dépensait des milliards de dollars pour acheter des armes américaines, au lieu de construire les infrastructures nécessaires pour produire les siennes. Ils avaient des dizaines de milliers de conseillers américains, et les Iraniens n'étaient même pas autorisés à toucher aux armes, en particulier, par exemple, les F-14. Ainsi, lorsque les Américains sont partis, et que Saddam Hussein, à la demande de l'Occident, a lancé l'invasion, les Iraniens ne savaient pas comment réparer ou utiliser les F-14, car ils n'avaient pas le droit de les démonter, de réparer les moteurs ou de faire ce que les ingénieurs auraient normalement fait. Les Américains s'occupaient de tout cela. Et c'est la même chose aujourd'hui avec l'Arabie saoudite. Je veux dire, lorsque le régime israélien a bombardé le Qatar, les Saoudiens leur ont permis d'utiliser l'espace aérien saoudien. Les missiles ont dû passer au-dessus de l'Arabie saoudite. Où était leur défense? Et au Qatar, qui a dépensé tant d'argent et abrite la base américaine la plus importante de toute la région, il ne s'est rien passé. Ainsi, toutes ces armes sont essentiellement des instruments de corruption. Les princes reçoivent des pots de vin et des commissions, et les élites qui leur sont associées en profitent aussi. Les Américains, eux, gagnent beaucoup d'argent. Et ils les aident à rester au pouvoir. Pour la Coupe du Monde au Qatar, certains disent, je ne connais pas le chiffre exact, mais j'ai entendu dire que jusqu'à 200 milliards de dollars y avaient été dépensés. Construction d'un métro, de bâtiments, d'hôtels, et ainsi de suite. J'y étais juste avant la Coupe du Monde. Ils construisaient partout, à gauche, à droite, au centre. Mais une fois que c'était fini, tout était vide. C'était donc un gaspillage de milliards et de milliards de dollars. Mais qui a touché l'argent? Les entrepreneurs liés à des sénateurs américains, à des responsables occidentaux, à des élites occidentales, et bien sûr aux élites et princes qataris, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ils sont liés à l'Occident et ils continueront à l'être. Ce ne sont pas seulement les régimes arabes, ce sont tous ces régimes qui ont participé au cirque en Égypte. Ce qu'ils ont tous fait, avant tout, c'est remettre ce plan de paix à Trump. What they all did, first of all, they gave this peace plan to Trump. Trump changed it, and Trump l'a modifié et ils l'ont soutenu. Un plan de capitulation unilatéral. Heureusement, la résistance a mené un jeu politique sophistiqué et a réussi à empêcher les États-Unis d'utiliser ce plan de paix pour détruire Gaza, pour s'emparer de Gaza et pour provoquer la capitulation du peuple palestinien. Mais ces dirigeants, tous ceux qui sont allés en Égypte, ont essentiellement blanchi le génocide. Ils ont blanchi le rôle de Trump dans le génocide. Ils attendaient tout leur tour pour être humiliés par Trump. Ils ont trahi la cause palestinienne. Mais oui, quel levier! Ils ne se soucient pas du peuple palestinien. Ils sont tous allés là-bas pour obtenir quelque chose de Trump, pour qu'il les regarde, eux et leur pays, plus favorablement. Et ils ont sacrifié le peuple palestinien pour cela. and they sacrificed the Palestinian people to do that. Professor Marandi, we've learned from Professeur Marandi, nous avons entendu dans les médias occidentaux que l'Iran reconstruit ses lanceurs et développe de nouveaux missiles. Quelle est la situation actuelle de l'armée iranienne aujourd'hui? Ses missiles, ses lanceurs et sa puissance offensive globale. Car après tout, il faut comprendre que la situation au Liban n'est pas très prometteuse, compte tenu de leurs attaques au Liban, à Gaza et en Syrie. Ils veulent la partie sud de la Syrie, au-delà du plateau du Golan, et cela pourrait aussi arriver à l'Iran. Une nouvelle attaque pourrait viser directement l'Iran. And that could happen to Iran. The new attack would come to Iran. Is that the final conclusion on the part Est-ce la of Iran? conclusion What do finale they think de la about part des the responsables situation iraniens? in Iran? Que pense-t-il d'une attaque israélienne contre l'Iran? Well, Eh bien, Netanyahou a dit au président Poutine qu'il ne voulait pas d'escalade. Et bien sûr, l'Iran ne prend rien de ce que dit Netanyahou au sérieux. Mais si Netanyahou lançait une attaque, ce serait une insulte à la Russie, car il aurait menti au président russe. Cela rend donc l'opération plus coûteuse pour lui. Je pense que c'est probablement la raison pour laquelle les Russes ont rendu cela public, parce qu'ils voulaient rendre la chose plus coûteuse pour Netanyahou. Mais en tout cas, les Iraniens partent du principe qu'une attaque aura lieu. But in any case, the Iranians are assuming that an attack will take place. It's not for certain because the Israelis lost the Ce n'est pas certain, car les Israéliens ont perdu la guerre. C'est clair, comme de l'eau de roche, qu'ils ont perdu. Les médias occidentaux et les commentateurs pro-israéliens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si les Israéliens étaient en train de gagner, ils auraient continué. Pourquoi se seraient-ils arrêtés? Ils auraient poursuivi les bombardements sur l'Iran jour et nuit pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils ont réclamé un cessez-le-feu parce qu'ils étaient en train de perdre. Les Iraniens ne l'ont pas accepté tout de suite. Ils ont continué à frapper les Israéliens pendant quelques jours de plus afin d'obtenir davantage de concessions des Américains avant d'accepter le cessez-le-feu. from the Americans until they accepted the ceasefire. So obviously, that is Il est donc évident que cela même est un signe que le régime ne devrait pas relancer la guerre, car l'Iran avait l'avantage, malgré l'attaque éclair et l'assassinat de responsables et d'officiers militaires chez eux, souvent avec leurs familles, leurs voisins, et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'agissait bien sûr d'une opération de changement de régime qui ne s'est pas déroulée comme prévu, semblable à ce qu'ils tentent au Venezuela. L'objectif était de renverser l'État, mais c'est l'inverse qui s'est produit. L'État est devenu plus puissant et les Israéliens ont été humiliés. Néanmoins, c'est Netanyahou et il est désespéré de rester au pouvoir. Par conséquent, il va s'engager dans une escalade, comme nous l'avons vu à Gaza, afin d'éviter la prison. in order to stay out of jail, in order to become the Afin de devenir le dirigeant à vie en Palestine. Il y a donc de fortes chances qu'il attaque le Liban pour cette raison. Il y a de fortes chances également qu'il étende ou consolide son occupation en Syrie. Et il y a aussi une possibilité qu'il attaque l'Iran. Les Iraniens se préparent à ce scénario,
à tous ces scénarios en réalité. Mais l'Iran, bien sûr, renforce ses capacités. Ses points forts sont encore consolidés et ses faiblesses sont en cours de correction. Je pense donc que si la guerre reprend, les capacités offensives de l'Iran seront bien plus dévastatrices. Quant à ses capacités défensives, elles seront dans certains domaines bien meilleures. Dans d'autres, cela prendra du temps. Je pense qu'en ce qui concerne les drones et les agents du régime israélien, car rappelons-le, Daesh, Al-Qaïda et ses groupes affiliés à Al-Qaïda ont toujours été au service des agences de renseignement occidentales. Leur reste présent en Iran, qui passe par les frontières pakistanaises ou afghanes, représente encore une menace. Ils ont joué un rôle pendant la guerre contre l'Iran, mais ces éléments sont en train d'être pris en charge. Les Iraniens, lorsqu'il s'agit de se défendre contre les avions, font face à un problème plus complexe. Je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour être pleinement prêts, mais je suis sûr qu'ils y travaillent activement. En revanche, en ce qui concerne les drones, le sabotage et leur capacité offensive, ils sont aujourd'hui bien mieux préparés qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Professeur Marandi, lorsqu'il s'agit de la partie centrale de l'Asie, je pense qu'il s'agit d'une région clé pour la Russie et pour le partenariat stratégique entre l'Iran et la Russie. L'un des principaux sujets de préoccupation est l'Asie centrale et ce qui pourrait s'y passer, car les États-Unis semblent se diriger vers cette région afin d'y établir une certaine forme de relation. Dans quelle mesure cela représente-t-il une inquiétude pour les deux pays, la Russie et l'Iran, et comment cela sera-t-il pris en compte dans le partenariat stratégique qu'ils entretiennent? Eh bien, en réalité, ce que cela fait, c'est renforcer. C'est l'une des raisons pour lesquelles les liens entre l'Iran, la Russie et la Chine se resserrent. Parce que l'Asie centrale se trouve justement au milieu. En fait, c'est aussi une incitation pour l'Inde à prendre ses distances avec la politique occidentale, car l'instabilité en Asie centrale représente un danger pour tous les pays asiatiques. Et c'est bien sûr pourquoi l'Occident, par l'intermédiaire du Qatar et auparavant de l'Arabie saoudite et d'autres dictatures riches en pétrole et en gaz, ainsi qu'Erdogan, a créé cette armée de Takfiri en Syrie. Il y a de nombreux milliers de citoyens chinois en Syrie. Il y a des milliers et des milliers de terroristes d'Asie centrale en Syrie. Il y a des personnes venant d'Iran, du Pakistan, de l'Inde et d'ailleurs. Et tout cela constitue des outils potentiels pour l'OTAN à l'avenir. En fait, je pense que l'un des principaux objectifs est de déstabiliser l'Asie centrale par le biais de la République d'Azerbaïdjan, qui coopère avec ces groupes Takfiri à travers la Turquie et les dictatures riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique. Ce qu'ils font, c'est donc créer une incitation supplémentaire à la coopération entre les pays d'Asie centrale, et bien sûr l'Iran, la Russie, la Chine et peut-être l'Inde. Je ne pense pas que les Américains vont réussir, car les États-Unis n'ont plus l'influence qu'ils avaient il y a 1 ou 2 décennies. Ils sont plus faibles, tandis que l'Iran, la Russie et la Chine sont plus forts. Mais cela reste tout de même un objectif. Je pense que les négociations, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, entre Trump et le président Xi, montrent que les États-Unis n'ont pas l'avantage. Et les pertes liées aux événements qui se déroulent en Ukraine montrent également que l'Occident n'a pas l'avantage là-bas non plus. La destruction de l'image du régime israélien et de ses alliés occidentaux aux yeux du monde, ainsi que la force que l'Iran a démontrée pendant la guerre de 12 jours. Rien de tout cela ne se passe bien pour l'Occident. Cela ne profite en rien aux États-Unis. Je pense que, lorsqu'on observe ce qui se passe sur tous ces fronts, il n'y a pas de véritable incitation dans les capitales des pays d'Asie centrale à choisir les États-Unis plutôt que leurs voisins du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud.
to the east and to the west and south. Yesterday, Pete Hack said the US Hier, Pete Hack a déclaré que le secrétaire américain à la guerre, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, a affirmé que la situation sécuritaire autour du Japon et dans la région restait grave. Professeur Mann, quelle est votre compréhension de la situation entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud? Ils essayent de maintenir leur influence sur le Japon. Ils ont déjà une certaine emprise sur le gouvernement là-bas. Mais pensez-vous qu'enfin, la Chine et le Japon pourraient trouver une forme de partenariat qui pourrait, disons, façonner l'atmosphère dans la région et favoriser une coopération plus étroite? Après tout, je pense que cela profiterait à l'ensemble du concept d'un monde multipolaire et multinodal. Quelle est votre opinion à ce sujet? Multinodal world. What's your take on that? Well, the United States has not shown itself to be a friend of Japan. Eh bien, les États-Unis ne se sont pas montrés comme un ami du Japon. Ils essayent bien sûr de le forcer à payer pour l'industrie et pour la construction d'infrastructures aux États-Unis. Mais aussi, par le passé, l'accord du Plaza a été un accord clé qui a empêché le Japon de croître et l'a poussé vers le déclin. Il y a des décennies, lorsque le Japon était en pleine ascension, c'était en quelque sorte une petite Chine à l'époque. Il connaissait une croissance très rapide et les Américains y ont mis un terme. Les intérêts du Japon sont d'entretenir de bonnes relations avec la Chine, cela ne fait aucun doute. Mais les Américains exercent une emprise très forte. C'est un peu comme ce que l'on voit dans la région du Golfe Persique. Ces dictatures familiales ont intérêt à entretenir de bonnes relations avec l'Iran. Elles prospéreraient si elles avaient de meilleures relations avec l'Iran. Mais les Américains, depuis de nombreuses décennies, essayent de les monter contre l'Iran. Et c'est ce que les Américains essaient aussi de faire avec les pays voisins de la Chine. C'est un projet plus vaste, vous savez. La région du Golfe Persique est plus petite, mais les pays qui entourent la Chine sont plus grands, et les enjeux y sont plus élevés à certains égards. Je veux dire, dans le Golfe Persique, les enjeux sont très importants, car c'est de là que provient une grande partie de l'énergie mondiale. Mais le Japon, vous savez, j'ai été invité une fois en Corée du Sud en tant qu'universitaire. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères m'a invité et m'a permis d'emmener 3 personnes avec moi en tant que délégation. J'ai choisi un collègue et 2 employés du ministère iranien des Affaires étrangères nous ont accompagnés. Nous avons visité la Corée du Sud pendant 3 ou 4 jours et finalement, nous avons eu une réunion avec un haut responsable du ministère des Affaires étrangères, les personnes qui m'avaient invité. C'était la seule fois où je dirigeais réellement une délégation. Donc nous étions d'un côté de la table et ce haut responsable avec ses collègues de l'autre. Et la première chose, presque la toute première chose qu'il a dite littéralement, c'est que nous ne sommes pas un pays souverain. Nous ne sommes pas un pays souverain et indépendant. Je paraphrase, mais c'est à peu près exactement ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas un pays indépendant. C'est un fait. Je voulais aborder des questions concernant l'Iran et la Corée du Sud, leurs relations, mais en gros, ce qu'il disait lors de cette réunion, c'était « Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous devrions avoir d'excellentes relations, mais nous n'en avons pas le droit. La Corée du Sud se sacrifie pour les États-Unis. Korea is sacrificing for the United States. Japan is sacrificing for the United States. Le Japon se sacrifie pour les États-Unis. En tire-t-il quelque chose? Non. Les États-Unis, le régime de Washington, sont comme un parrain de la mafia. Trump est comme ce parrain. Il s'y rend et en extrait davantage pour les États-Unis. Au lieu de les remercier pour les sacrifices qu'ils font, il en veut encore plus. Donc, si leur population était plus éveillée, si leurs politiciens avaient plus d'honneur, ils imposeraient un changement, surtout maintenant que les États-Unis sont plus faibles qu'avant. Mais la réalité, c'est qu'à l'heure où nous parlons,
Les États-Unis font à la Chine ce qu'ils essayent de faire avec l'Iran. Ces régimes régionaux, qui sont ses proxys, ses clients ou ses alliés, appelez-les comme vous voulez, essayent de se mobiliser contre la résistance, l'axe de la résistance en Iran, au lieu de se mobiliser contre le régime israélien. Ce que nous avons vu au Caire était une manifestation de cette politique. Et à l'honneur du gouvernement iranien, ils n'y ont pas envoyé une seule personne. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien de quoi il s'agissait. Si l'Iran y était allé, il aurait pu obtenir de nombreuses concessions des États-Unis. Nima, et je sais que vous êtes professeur, mais comme vous êtes plus jeune que moi, je vous appellerai Nima. Nima, imagine en coulisses. Si l'Iran avait dit aux Américains, « Écoutez, nous sommes prêts à envoyer le ministre des Affaires étrangères. Le président est prêt à y aller. Dieu nous en garde. Que nous donnerez-vous » Les Américains auraient beaucoup offert à l'Iran. Mais les Iraniens ont dit non, parce que c'est une position de principe. L'Iran est contre le génocide. La résistance est contre le génocide. Cela va à l'encontre de nos principes religieux, de nos principes culturels, de nos principes humains. Tout comme au Yémen, avec le Hezbollah et avec la résistance en Irak. Mais ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils n'ont aucune souveraineté. Et ce que font le Japon et la Corée, malheureusement, montre qu'ils n'ont pas non plus de souveraineté. Je pense, professeur Marandi, qu'avant de conclure, l'un des principaux problèmes des États-Unis, en particulier avec l'administration Trump, est qu'ils ne comprennent pas cela. Ils ne connaissent pas ces valeurs, ces principes moraux. Ils ne les saisissent tout simplement pas. Ils n'en ont aucune idée. Dans leur esprit, tout repose sur les transactions. Comment ils peuvent en tirer profit? Comment ils peuvent gagner? Toute leur idéologie est fondée sur les transactions. Regardez la politique étrangère des États-Unis. Partout où il va, il reçoit de l'or ou une sorte de cadeau. C'est tragique quand on observe la situation. Ils reçoivent des tributs. Vous savez, il ne s'agit pas seulement des États-Unis, c'est aussi cette région. Le régime qatari fait partie de ces régimes. Par le passé, les Saoudiens étaient très actifs, même s'ils le sont moins récemment. Les Émiratis et d'autres ont versé, littéralement et collectivement au fil des décennies, peut-être des centaines de milliards de dollars, directement ou indirectement, pour diaboliser l'Iran. Mais au final, tout comme l'Occident, ils l'ont fait à leur manière. À travers leurs médias, leurs soi-disant think tanks, leurs centres religieux, et ainsi de suite, dans toute la région et à travers le monde depuis des décennies. Pourtant, au bout du compte, aucun d'entre eux n'a levé le petit doigt pour le peuple palestinien. L'axe de la résistance a fait d'énormes sacrifices et a continué à défendre les Palestiniens. Et souvenez-vous, les Palestiniens se défendent eux-mêmes. Mais ces entités de l'axe de la résistance se sacrifient pour un autre peuple. Chacune d'elles pourrait conclure un accord, mais elles ne le font pas, et elles savent qu'elles en paieront le prix. Mais ce sont des êtres humains. Elles ont de la dignité, elles ont de l'honneur. Leurs principes religieux ne leur permettent pas de faire cela. Et ce n'est pas seulement une question de « Eh bien, je disais justement cela l'autre jour. Je ne me souviens plus à qui je l'ai dit. Ah, maintenant je me souviens. Bref, j'ai dit ça il y a quelques jours, peut-être hier, à quelqu'un. Si les Palestiniens de Gaza, eh bien, une grande partie de la propagande anti-iranienne a été diffusée auprès du peuple de Gaza pendant des décennies, mais cela n'a pas empêché l'Iran de soutenir la Palestine. Et le Qatar et la Turquie ont essayé, vous savez, d'encourager certaines personnes au sein de l'aile politique du Hamas à prendre leur distance avec l'Iran et même à devenir hostiles envers l'Iran. Mais la résistance à Gaza n'accepterait jamais cela.
Plus encore, j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, peut-être il y a un jour, que s'ils n'étaient pas musulmans, s'ils étaient chrétiens, juifs, hindous ou bouddhistes, l'Iran et l'axe de la résistance se dresseraient tout de même contre le régime israélien, exactement comme ils le font aujourd'hui, parce que c'est absolument inacceptable. Et c'est quelque chose que l'Iran a démontré tout au long de son histoire, par la position qu'il a adoptée. Sous le Shah, l'Iran a longtemps été le principal fournisseur de pétrole de l'Afrique du Sud, de l'apartheid et du régime israélien. Après la Révolution, ils ont mis fin à cela et ont soutenu la résistance en Afrique australe jusqu'à ce que le régime suprémaciste d'Afrique du Sud soit renversé. L'Iran soutient le peuple cubain. C'est un pays communiste. L'État y est anti-religieux, contrairement au Venezuela d'ailleurs. Mais l'Iran l'a soutenu parce qu'il est victime de l'Empire. C'est donc une conviction religieuse et culturelle pour nous de soutenir les opprimés. Nous en avons déjà parlé, je crois, il y a plusieurs mois, pendant Muharram et Ashura et l'histoire de l'imam Hussein. Mais quoi qu'il en soit, le fait est qu'ils ont diabolisé l'Iran pendant des décennies. Pourtant, au bout du compte, l'Iran a été un soutien essentiel du peuple cubain, du peuple vénézuélien, du peuple sud-africain et bien sûr du peuple palestinien, ainsi que du peuple syrien contre ces groupes takfiri, vous savez, ces groupes violents. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Le plaisir est pour moi, Nima. Merci de m'avoir invité.